Bonjour à tous. Je serais même tentée de dire bonjour les amis pour ceux qui me connaissent déjà. Anne-Marie Doré, voyageuse ayant dans ses bagages un doctorat d'archéologie du Proche-Orient ancien, un diplôme de l'école biblique de Jérusalem, des fouilles archéologiques qui m'ont menée donc dans cette vaste région très riche d'histoire, depuis la Méditerranée jusqu'à la vallée de l'Indus. Alors aujourd'hui, dans le cadre du tour du monde d'Intermède, je vais vous emmener à Isfahan. Une petite précision. Ceux qui auront des questions à me poser, s'il vous plaît, j'y répondrai à la fin de la conférence. Merci bien. Donc, Isfahan, disais-je, la moitié du monde, Nafs Jahan. Ville d'Iran, ce pays que vous voyez en rouge, qui est entre le monde asiatique à l'est et un monde occidental, sémitique, africain à l'ouest. Donc un pays charnière, un pays dont l'altitude moyenne est d'à peu près 1500 mètres d'altitude. Et oui, toutes les bordures de l'Iran sont constituées de barrières montagneuses très élevées, dépassant parfois les 4500 mètres d'altitude, et dans le creux, deux déserts d'altitude, le Dasht Kivir et le Dasht Tivut, vous voyez. Et donc, de ce fait, l'altitude moyenne du pays est très élevée, vous voyez, 1500 mètres d'altitude. Et Isfahan se situe dans un bassin d'altitude, donc sur le versant désertique de la grande chaîne du Zagros qui longe à l'ouest toute la frontière irakienne. Voyez, et la ville donc a une altitude moyenne effectivement grosso modo de 1500 mètres. Le voilà, ce bassin d'Isfahan, cerné de montagnes très hautes, donc enneigées l'hiver. Ces montagnes vont servir d'impluvium, amenant des limons, des fontes de neige, et donc ils vont s'enfoncer cette eau de fonte de neige dans la nappe phréatique à travers des limons qui s'enrichissent d'année en année et que l'on peut atteindre cette nappe phréatique par des puits pas très profonds de 4 à 5 mètres de profondeur. Donc, en fait, on est dans une région tout à fait spéciale, car il y a de l'eau en profondeur, il y a des limons, mais le climat est totalement désertique. Vous savez que l'isoïette qui définit un désert, c'est 200 mm de pluie par an. Eh bien, Isfahan, le bassin d'Isfahan, c'est entre 125 et 145 mm de pluie par an. Donc, un climat totalement désertique, mais cerné de montagnes qui vont amener des limons et de l'eau. Et surtout, un trésor. Ce trésor s'appelle le Zayende Roud. Roud, le fleuve Zayende, qui apporte la vie. Et c'est textuellement ce qu'il fait. Dans la petite image un peu à droite en bas, vous avez la source du Zayende Roud à 3600 mètres d'altitude dans les monts Pattaya. Voyez, et lorsqu'il descend de manière assez tumultueuse, qui traverse toutes ces pitons, eh bien, donc, il s'enrichit de limon, il s'enrichit d'eau, et il arrive large, assagi au fond du bassin d'Isfahan, et traverse cette ville qui lui doit la vie. Effectivement, Isfahan ne pourrait exister sans ce fleuve. Le fleuve terminera sa vie dans les marais, donc à droite de l'image, quelque part. Alors, si vous me demandez, mais quelle est l'origine d'Isfahan? Eh bien, on ne sait pas. Alors, on a des légendes, Jamshid, d'autres légendes qui font intervenir Nabuchodonosor, ce roi babylonien du 6e siècle avant Jésus-Christ, qui a déporté les Juifs de Jérusalem et comme il les aimait tellement, il les a installés là parce que le climat était semblable à celui de Jérusalem, parce que la terre était du kohol, parce que l'herbe était du safran, et que les mouches n'avaient rien d'autre à redouter que le miel. Très gentil, donc ce souverain qui les a déportés. Donc on n'a pas vraiment d'histoire sur sa fondation, sinon ici et là, de manière très éparpillée, mention d'une résidence royale depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, à travers tous les siècles là, vous voyez. Et on a sur les monnaies du 5e, 6e siècle après Jésus-Christ le mot de Spahan. Spahan qui en perse Pahlavi du 5e, 6e siècle signifie armée.
Et on conçoit très bien qu'autour de ces résidences royales, pour ne pas dire impériales même, eh bien, il y avait des camps militaires pour les protéger, qui ont donc constitué un premier établissement qu'on appellera Jai ou Charistan, et que très tôt, il y a dû y avoir quelque part une composante juive qui a donné son nom à un des quartiers, Yahoudiye, le lieu des Juifs. Mais on ne sait pas même quand les arabo-musulmans franchissant la barrière du Zagros vont arriver dans ce bassin d'Isfahan. On ne sait pas. On sait par contre qu'ils sont présents parce que au Xe siècle, il y a un monument qui porte leur marque et qui est la mosquée du Vendredi. L'histoire ne nous dit pas grand-chose. Des tremblements de terre, des épidémies de peste, de choléra, et donc la dernière grande épidémie, pandémie qui a duré 2 ans, épidémie de peste, mentionne avoir emporté 40 000 habitants d'Isfahan. Ça veut dire que s'il y en a 40 000 qui sont morts, la ville était quand même importante, même si on n'a pas de chronique précise sur elle, voyez-vous. Et cette ville importante en population, dans une zone agricole très riche, voyez-vous, n'oublions pas que sur les piémonts de montagne, il y a tous les élevages de chèvres, de moutons, de chevaux, de bœufs, qu'il y a là aussi des élevages de pigeons et que la terre très très riche fournit des épices, fournit des fruits, des céréales, toutes sortes de légumes, de cucurbitacées diverses et variées, enfin. Et c'est peut-être cette richesse qui a aiguisé le regard, le prince, d'une population qui arrive pour la première fois dans cette contrée, qui arrive des steppes, donc du nord-est, les Turcs. Et en l'occurrence, ces Turcs qui ont passé au tout début du Xe siècle un grand fleuve sur des radeaux les menant des steppes au royaume de Boukhara vont être appelés petits bateaux, c'est-à-dire Seljoukides. Ils sont restés une cinquantaine d'années autour de Boukhara, où ils se sont imprégnés de la culture iranienne de Boukhara. Et quand ensuite, bousculés à leur tour, ils continuent vers le sud en direction de l'Iran, ils vont apporter toute cette culture boukhérote en Iran. Donc, ces Turcs seljoukides, qui sont les premiers à arriver, sont menés par un prince, Tougroul Beg. Beg, le seigneur, le prince, Tougroul épervier. Il fait le siège de cette ville durant des mois, qui meurt de faim, qui meurt de froid, qui meurt sous les attaques, qui résiste. Et quand la ville s'abandonne finalement à ce prince épervier, il est tellement admiratif du courage des habitants de Isfahan qu'il va décider pendant 3 ans de ne pas tirer d'impôts pour lui permettre de se remettre. Et quand il rentre dans la ville, qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, une mosquée, qui est le seul monument où il y a des vestiges. Une mosquée arabe qui remonte fin 9e, mais sûrement 10e siècle. Et quand les Arabes sont arrivés dans la contrée, ils ont interdit l'usage du persan, ils ont interdit tout ce qui constituait l'architecture iranienne propre pour imposer la langue arabe et imposer une architecture religieuse palatiale issue du Levant, de la zone syrienne, de la zone arabe. Et donc, vous avez là le plan de cette mosquée, qui est une forêt de piliers, de colonnes rondes, qui soutenaient des arcatures et un plafond plat. La caractéristique de ces colonnes, comme vous l'avez ici, c'est qu'elles s'étaient décorées de briques cuites, façon fleurs ou façon géométrique, ou de stuc, voyez-vous. Et ça, c'est caractéristique. Il reste très peu de choses de cette mosquée arabe. Mais je vais commencer la présentation d'Isfahan avec la mosquée dite du Vendredi. Pourquoi du Vendredi? Parce qu'au départ, la toute première mosquée
qui sont construites au Xe siècle sont seules, uniques. Et au fur et à mesure que la population s'islamise, on construira des mosquées dans les quartiers environnants. Et à ce moment-là, la toute première mosquée, la plus ancienne, portera le nom de Vendredi, c'est-à-dire Juma en arabe, Jomé en persan. Vous voyez? Voilà. Et à ce moment-là, Toghrul-Beg, c'est le monument qu'il va rencontrer et que vous rencontrerez si un jour vous visitez Isfahan, je vous le souhaite. Et Toghrul-Beg va tellement aimer Isfahan qu'il va décider d'y habiter donc durant les 12 années qui lui restent à vivre et à combattre. Son neveu et successeur, Alp Arslan, est très important parce que c'est lui qui va battre le Basileus de Constantinople et au lendemain de la bataille de Manzikert, du côté du lac de Van, eh bien, inclure toute l'Anatolie dans cet empire immense turc seljoukide. Et c'est Alp Arslan, le neveu, qui décide de faire d'Isfahan, pour la première fois, une capitale. Et ça sera une capitale d'empire, donc d'un immense empire de plusieurs millions de kilomètres carrés. C'est un Turc à peine islamisé, il ne connaît pas l'administration, parce qu'il faut savoir que les Turcs sont des nomades guerriers. Turc, ça veut dire très fort. Et ils envahissent des terres de sédentaires, de paysans, d'artisans, de religieux, de lettrés, vous voyez. Donc on aura une dichotomie dans la population, d'un côté les Iraniens, d'un côté les Turcs. Et alors, à ce moment-là, il va se doter d'un vizir iranien, originaire de Bakr, actuellement en Afghanistan, Nissam el-Mulk, Nissam le Royal, qui va opérer sous Alp Arslan et son fils Malik Shah. Malik, roi en arabe, Shah, roi en persan. En deux mots, ça fait roi-roi. Enfin, bon. En attendant, Nissam el-Mulk va régner sur l'administration. Il est iranien et son but est d'en finir avec la culture arabe et la langue arabe qui ne persistera que dans le milieu religieux, dans la religion donc, et il va réintroduire petit à petit dans l'architecture iranienne des éléments d'architecture donc perse ancienne qui avaient été mis de côté par les invasions arabes. À commencer par le Char-Tak. C'est une coupole sur 4 chars arcatures. Vous voyez? Alors, il va, sur le plan, vous voyez, de la mosquée arabe, il va percer, donc, pour faire installer une coupole sur 4 arcatures, le fameux char, tak, tout simplement. Donc, il réintroduit un élément iranien et en même temps en profite pour reconstruire les abords qu'il a quelque peu démolis. Et dans ce qu'il a démoli, alors ce qu'il a fait reconstruire dans les années 1080, ce sont les colonnes rondes, vous voyez, qui sont construites avec briques longues, petites verticales, briques longues, petites verticales. Ça, c'est fin 11e dans les années 1080. Mais ce personnage, Nissam el-Mulk, va aussi nous concocter d'autres institutions. Il reprend une maxime perse sassanide qui dit il n'y a pas de pouvoir sans prospérité, il n'y a pas de prospérité sans pouvoir, sans commerce. Donc, je fais des routes, je fais des ponts et surtout, les petites hôtelleries éparses privées, j'en fais des institutions qu'on appellera désormais des caravansérails. Donc, des lots de pièces d'habitation, enfin, des petits magasins autour d'une cour. Et sur chaque côté, il va réintroduire un élément d'architecture iranienne, les fameux iwan. Donc, vous aurez 4 grandes voûtes qui vont percer chaque côté. Ce qu'il fait avec le caravansérail, il va le faire aussi à la même époque avec une nouvelle institution, parce que Nissam el-Mulk doit faire face à une terrible hérésie qui est un terrorisme ismaélien. Alors, il ne veut plus que l'école soit limitée à la maison du professeur, de l'enseignant. Il va créer ce qu'on appelle Moudarsa, des lieux de la leçon, des médressés, madrasa, médersa, vous voyez, qui sont des bâtiments institutionnalisés où on pourra
contrôler ce qui est enseigné. Et là encore, des cellules d'enseignement, de résidence des étudiants, et sur chaque côté, percées par 4 iwan, tout simplement. Merci. Et donc, de ce fait, il invente beaucoup de choses et il remet en usage des pratiques purement iraniennes. Euh, vous avez ici la coupole nord, vous voyez. Alors cette coupole qu'il a introduite repose sur 16 moukarnas arcatures, qui reposent sur 8 grandes moukarnas et grandes arcatures, qui reposent sur 4 grands piliers. Et ça, c'est l'architecture qu'ils ont amenée de Boukhara quand ils l'ont traversée pendant une cinquantaine d'années, enfin du moins ses aïeux. Vous voyez, voilà une des salles, il y a la coupole nord et il y a la coupole sud, vous voyez, vous avez 4 grandes arcatures qui supportent des grandes moukarnas et arcatures, ça fait, on passe de 4 à 8 à 16 au cercle, le cercle qui représente le monde du vin, la coupe renversée du ciel, donc, et tout ce qui est élément courbe est propice donc au divin, tout ce qui est à terre, le carré, l'eau, l'air, la terre et le feu, les 4 points cardinaux, la matière. Voilà. Alors, il a reconstruit ici et là un petit peu toute cette architecture seljoukide. Il est déjà mort en 1092 quand, quelques années plus tard, en 1121, il y a encore une hérésie sunnite donc qui va brûler la mosquée, brûler les palais, faire disparaître les grandes bibliothèques qui étaient autour de cette mosquée, vous voyez, et elle est en ruine. Ont survécu seulement les 2 coupoles. Et à ce moment-là, quand on va reconstruire au milieu du XIIe siècle cette mosquée, c'est là qu'on va y introduire les 4 grands Iwan, 1 sur chaque côté, comme vous le voyez sur le plan et la représentation axonométrique à droite. À partir de là, c'est le plan de la mosquée typiquement iranienne à 4 Iwan, voyez-vous, avec la coupole Chartak devant le mihrab, la niche de prière. Et pour passer des plans carrés aux plans circulaires, les empreintes de Moukarnas, de triangles curves, qui donc permettent de passer du bas vers le haut, du carré au céleste, etc. Voilà. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Les Turcs seljoukides eh bien, vont donner une très grande prospérité à l'Iran au XIe et XIIe siècle, et la dynastie s'étiolera dans le courant du XIIe siècle. Une grande étape arrive avec l'arrivée de Gengis Khan et de ses troupes de Mongols. Il est déjà mort depuis un an lorsque les Mongols s'emparent de Isfahan en 1228. Et les invasions mongoles ont failli faire disparaître l'islam de la surface de la terre. Ont failli, voyez. Mais néanmoins, ces grands trucideurs musulmans, eh bien, l'arrière-petit-fils de Gengis Khan Hassan, va se convertir à l'islam. Et son petit frère devenir un grand fanatique de l'islam chiite. Et ce petit frère, qui s'appelle Odjaitu Rodabendi, va offrir de magnifiques monuments à l'Iran, mais notamment à la mosquée du Vendredi, 2 splendides mihrabs. Voyez, là je vous présente que le plus beau des 2, qui date de 1310, c'est une petite merveille avec une calligraphie arabe soulte, c'est-à-dire de grandes hampes, voyez, souples, cursives, qui se déploient sur des rinceaux floraux qui expriment la vie éternelle, tout simplement. N'oublions pas que l'écriture dans l'islam, c'est la parole incréée de Dieu, voyez, et qu'elle devient un art majeur. Ce mihrab en terre cuite est de toute beauté. Cette dynastie mongole a duré à peu près un siècle, s'étiole au milieu du XIVe siècle, laissant la place précisément à d'autres ambitieux, et notamment un ambitieux qui est originaire de Shiraz, dans le sud de l'Iran, qui va fonder une nouvelle dynastie
vous pouvez oublier le nom, les Mouzda Farid avec 2 Z et 2 F. Hein. Et ceux-là vont beaucoup construire, et notamment agrandir, restaurer la mosquée du Vendredi en y adjoignant. Vous le voyez sur le plan axonométrique en foncé, vous avez à droite une médressée et au sud, ce qui était cette cour, ils vont la couvrir littéralement. Voyez, 50 ans à peu près de cette dynastie de Shiraz, avant que n'arrive à grand galop, en 1388, Tamerlan, Timourlin. Donc. Et là, il prend la ville assez facilement en 1388, elle se révolte et il exige 70 000 têtes, hein, d'hommes seulement, mais qui ne soient pas des religieux et pas de grands artisans, voyez. Donc, et la dynastie qu'il installe pour un siècle, eh bien, va offrir une mosquée souterraine, mosquée d'hiver, qui est le carré blanc que vous avez sur le côté du plan, voyez, qui date du XVe siècle. Alors, voici ici les salles quinconces installées par la dynastie de Shiraz au milieu du XIVe siècle, voyez. Et puis, ce XVe siècle de dynastie un petit timouride n'empêchera pas l'arrivée donc de Turcs et de Turcs et de Turcs, des Turcs ottomans, des Turcs turkmènes, des Turcs moutons noirs, des Turcs moutons blancs, des Turcs safavides, et il en arrive. Et tous bataillent pour avoir la mainmise sur l'Iran. Un des vainqueurs sera le chef des moutons blancs, un certain Uzun Hassan. Et Uzun Hassan s'installe à Isfahan, qui n'est plus capitale, mais une ville importante, et va restaurer la mosquée du Vendredi. Et voyez l'Iwan sud que je vous présente ici. Avant, les Iwan étaient des berceaux brisés, voyez. Eh bien, il va plaquer dessus des moukarnas, voyez, et va refaire quelques décors. Je vous montre là le décor central, typique d'Uzun Hassan, le chef des moutons blancs, 1375, parce qu'il y a un équilibre entre les couleurs terre, la matière, et les couleurs bleues, le ciel, le céleste, et avec des motifs ajourés en creux, voyez. Et ce Uzun Hassan va offrir un barrage à Isfahan. Et surtout, ce Uzun Hassan, il est le grand-père d'un adolescent qu'on met au pouvoir en 1501, qui est mouton blanc par son grand-père et Safavi par son père, donc il s'appelle Ismaël Ier. Et Ismaël Ier est mis au pouvoir en 1501 de la tribu des Safavides, et c'est là qu'ils fondent la grande dynastie turque, musulmane, des Safavides, qui sera pendant 2 siècles la plus brillante dynastie d'Iran musulman. Voyez. Et par la suite, tous les dynastes vont avoir à cœur, vous voyez, de mettre leurs griffes, leurs marques dans le décor ou l'architecture. Vous avez à droite un décor du XVIe siècle, à gauche du XVIIIe siècle, voyez. Et la mosquée du Vendredi, restaurée, reconstruite, aura toujours à cœur de conserver ce qu'elle peut de la mosquée d'origine arabe, puis turque-seljouki. Je reviendrai sur l'époque turque-seljouki un petit peu plus tard, etc., de toutes les époques. Vous voyez, c'est un empilement, on reconstruit, on restaure, mais on garde au plus précieux. C'est pour ça que cette mosquée du Vendredi, sur 1100 ans, eh bien, elle compte toute l'histoire d'Isfahan, et c'est un monument précieux de cette agglomération. Voyez-vous. Voilà comment elle se présente aujourd'hui, voyez, avec toutes ces restaurations de décors. C'était l'Iwan Sud, maintenant je vous présente l'Iwan Nord. Voyez, je reviens un tout petit peu en arrière, à l'époque turque-seljouki. Vous avez là l'emplacement de la mosquée du Vendredi. Et Nissam el-Moulk avait fait percer une double place royale. Et oui, il y en a eu à 2 époques, quand elle a été 2 fois capitale d'empire. Cette place royale
avait été totalement submergée par les constructions et le bazar au XVIIe, XVIIIe siècle. On l'avait perdu de vue et il y a une quinzaine, vingtaine d'années, la municipalité d'Isfahan a décidé de faire disparaître ce bazar, ces vieilles constructions de briques crues, de terre battue, et de rendre la vie à l'emplacement de cette double salle royale, enfin place royale, où toutes les institutions turques-seljoukides s'étalaient auparavant, donc tous les organes du gouvernement, le palais, etc. Et puis, toute proche, il y avait une mosquée dont je vous place le minaret. Voilà cette place royale du XIIe siècle, voyez. Alors, c'est l'emplacement, ce sont les dimensions, mais ça n'est pas l'élévation. Là, ils ont un peu calqué sur celle que l'on verra tout à l'heure pour restaurer une élévation. Elle n'est pas encore totalement terminée à ce jour. Et au fond, vous voyez le minaret Ali, qui est typiquement turc-seldjoukide. Voyez. Et ce qui est caractéristique, c'est ce minaret rond, avec tout un décor de briques cuites. Et regardez bien, sur le détail de l'image de droite, vous avez une calligraphie avec des petits carreaux de faïence bleus. Le milieu du XIIe siècle est la première fois, ou de manière très discrète, très parcimonieuse, de manière parfois très pointilliste, on introduit un décor de faïence. À partir de là, fin XIIe, XIIIe, XIVe, la faïence gagnera toutes les surfaces pour devenir caractéristique de l'Iran. Alors, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Nos Turcs qui arrivent, le chef du Mouton Blanc qui met en place un adolescent qui donc crée la dynastie des Safavides en 1501. Cet adolescent a un très très gros problème. Il y a à l'ouest des Turcs ottomans sunnites qui arrivent sur l'Iran. À l'est, il y a des Turcs ouzbeks sunnites qui arrivent et s'en prennent en Iran. Lui, il est une dynastie turque sunnite. Que va-t-il faire? Il décide, pour se démarquer de ces autres Turcs sunnites qui attaquent l'Iran à l'est et à l'ouest, eh bien, de faire d'une grosse minorité chiite la religion d'État en 1502. Et à partir de là, le chiisme devient religion d'État. Voilà. Et c'est son arrière-petit-fils, un survivant d'un massacre dynastique extraordinaire, donc, un enfant oublié qui avait été laissé là à 4 ans sous la tutelle d'un lélé. Lélé, ça veut dire tuteur. Hein, donc, Morched Roliran. Et il y a eu des usurpations, il y a eu des massacres. Quand le lélé de ce jeune enfant prénommé Abbas a reçu le petit billet qui demandait que l'on assassine son pupille, il a tout simplement détourné. Il était loin, à Herat, actuellement en Afghanistan. Et quand le massacreur est mort, eh bien, Morched Roliran, le lélé de Abbas, s'est dit qu'il était peut-être temps de mener ce survivant d'un massacre dynastique au pouvoir. Et c'est un jeune homme né en 1571, il a donc 15 ans, quand, avec 2000 hommes d'Hérat, il arrive en Iran du Nord, conquiert la capitale de l'époque, Qazvin, et impose son pupille comme souverain de l'empire safavide iranien. D'accord? Et à ce moment-là, il est couronné à l'âge de à peine 17 ans, en 1587. Abbas, très cultivé, vous l'avez là, le petit quartier, 1,60 m, des yeux bleus, la moustache, mais alors, quel personnage extraordinaire. Et il a là aussi 2 grosses menaces, les Turcs ottomans à l'ouest, les Turcs ouzbeks à l'est. Il a dû céder du terrain. Et lorsqu'il décide de passer le nouvel an, le 21 mars, Nowruz, la nouvelle année, il décide de la passer, nous sommes en 1598, à Isfahan. Et quand il arrive à Isfahan, il est
émerveillé. La douceur du climat, la végétation, la richesse agricole, la gentillesse des habitants. Et il décide de facto que Isfahan deviendra la capitale de l'Empire. C'est fait vite. Donc Israël va devenir à partir de 1598 capitale d'un empire immense pour la deuxième fois de son existence. Et alors là, sur la diapo, ce que vous voyez, eh bien, à droite, c'est la vieille ville. Et elle jouxtait une zone maraîchère à gauche. De cette zone maraîchère, il y avait une petite place de sable, et puis son grand-père y avait fait édifier un tout petit pavillon. Et là, Shah Abbas Ier décide de multiplier par 5 les dimensions de cette place à laquelle il donne les dimensions d'un terrain de polo, tout simplement, à peu près 500 mètres de long sur 165 mètres de large. Sur la gauche, vous voyez un petit pavillon qui va devenir Ali Kapou, la porte haute, qui n'est pas un palais, c'est la porte d'entrée du palais. Le palais qui va s'étendre derrière, alors ce ne sont pas des palais comme chez nous, un grand bâtiment comme Versailles, non, ce sont des parcs royaux. Celui-ci s'étale dans une circonférence de 6 km et dans ces parcs royaux, très arborés, vous avez des bassins, des petits canaux et surtout des pavillons qui s'éparpillent. Il y aura 4 grandes entrées et ça, ce sera l'entrée principale sur précisément la place royale. En face, il va vouloir faire construire, bien évidemment, une petite mosquée sans minaret, parce que c'est une mosquée privée à la famille royale. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'il fait dans la première tranche de travaux. De l'autre côté du palais, il fait aussi aménager une grande avenue, Charbad, les 4 jardins, 1640 mètres de long. D'un côté, le palais royal, de l'autre, il encourage toutes les constructions de la noblesse, vous voyez, et il va s'arrêter à partir de 1602 à ces aménagements. Pourquoi? Parce que les Arméniens donc l'appellent au secours contre les Turcs ottomans. Alors il mène son armée contre les Turcs ottomans, c'est victoire sur victoire sur victoire. Il a regagné tout ce qu'il avait perdu et au-delà. Et vous savez que normalement on déporte les vaincus, mais non, là il va déporter les vainqueurs. En l'occurrence, ses alliés arméniens. Il en met 20 000 dans son armée, 3 000 qu'il amène de l'autre côté du fleuve à Isfahan, de l'autre côté du Zayen Déroud. Il leur donnera ce terrain par un firman de 1604 et c'est le quartier de Djolfa, quartier chrétien arménien. Vous voyez? Bien. Et tout de suite après avoir vaincu les Turcs ottomans, allez, à droite, nous partons contre les Turcs ouzbeks qui va définitivement battre. Et à la suite de ces 2 immenses victoires où il double son territoire, son empire, amenant d'immenses richesses, à partir de 1612, il va se lancer dans une deuxième phase édilitaire qui va être l'embellissement d'Isfahan. Et là, des constructions dignes d'un empire. Devant nous, juste devant nous, la mosquée royale, dans l'axe en face, le bazar avec ses 1000 boutiques. Vous voyez, la place royale va se doter donc de construction de boutiques sur 2 rangées qui vont la fermer, doublée d'un canal, doublée d'une rangée de platanes et au centre, le sable pour continuer à jouir des jeux de polo. Voilà la place royale d'Isfahan, avec la mosquée royale à droite, Sherloftolan, la mosquée privée. En bas à droite, vous avez Ali Kapou et le bazar à gauche. Alors, voyons Ali Kapou, la porte haute, qui est la porte d'entrée tout simplement du palais royal. Il y avait juste un petit bâtiment avec un rez-de-chaussée et un étage. Il double devant d'un petit pavillon attenant avec un talar à, je crois, 12 colonnes, 16 colonnes, voyez-vous. Et derrière, il rajoute 4 étages. Et cette porte haute, il adore y vivre. Voilà l'arrière de la porte haute qui donne sur la partie parc royal. Vous voyez, voilà, de nuit, tout était faïencé, bleu, et
blanc, et le plafond du talar, hein, du portique, tout dans les or et bleu. Voilà les pièces intérieures. Alors ça vous paraît terne aujourd'hui, mais tout ce qui est brun, beige, c'était la base de la feuille d'or, qui rivalisait avec le bleu un peu pétrole, du bleu roi. C'était clinquant, c'était magnifique. Ce sont les motifs qu'on retrouve sur les palais. Et il va demander à son peintre préféré, Reza Abbasi, eh bien, de lui peindre dans les niches, voyez, de ces peintures miniatures où là, on voit Ismaël Ier avec une de ses concubines. Et Reza Abbasi est extraordinaire parce que c'est un peintre qui introduit les courbes, qui introduit les transparences, le volté des tissus, des mousselines, vous voyez. Tout en haut, vous avez une salle de musique qui est dont les parois en bois qui doublent sont totalement ajourées pour absorber la résonance, voyez. Et là encore, dans des niches proches, vous avez ces belles enfin, bon, qui jouent du voile, n'est-ce pas, donc de Reza Abbasi. En face, vous avez Cher Loftola, qui est la petite mosquée donc royale, pas de minaret. C'est le monument préféré des habitants d'Isfahan. Et oui, vous voyez que la coupole se détache magnifiquement sur le ciel parce qu'elle est crème. Tous les panneaux, donc toute la façade ici a été terminée en 1602, elle est l'œuvre dans les plans, dans les dessins de Reza Abbasi. Et il faut imaginer Shah Abbas Ier, l'immense empereur, avec sa petite lampe à huile, la nuit en train d'éclairer Reza Abbasi qui dessine, vous voyez, tellement il était admiratif de son artiste. Et donc à l'intérieur, c'est d'une douceur où les couleurs terre, ocre ne rivalise pas complète les douceurs, les couleurs bleues turquoise du ciel de jour et lapis de nuit. C'est d'une douceur avec un équilibre absolument extraordinaire, avec cette couronne de fenêtres en tambour ajouré, vous voyez, qui laisse passer la lumière selon les moments de la journée. Cette coupole qui est une queue de pan, tout simplement, qui fait le pourtour, qui symbolise, comment dirais-je, le paradis, le ciel, et dont les motifs qui s'amenuisent au fur et à mesure qu'on va vers le centre, eh bien, donnent une impression de profondeur. Tout à côté, pas bien loin, vous avez la mosquée royale, mosquée impériale. Elle est commencée en 1616, je crois, la 25e année de son règne. C'est une mosquée d'empire. Voyez, avec son grand portail dans l'axe, mais ensuite un coude pour respecter la direction de la Mecque. Alors, Shah Abbas, il est très très pressé et c'est là qu'il va demander que l'on fasse plus vite, plutôt qu'on faire la mosaïque de faïence qui est longue, qui tient très bien, qui est magnifique, qui est longue, qui est précise, et il veut des carreaux de faïence. Ah, c'est très rapide à faire. Sauf que tous les 50 ans, bling, ça descend. Et il faut restaurer constamment cette mosquée royale au motif impériaux magnifiques, avec des bleus, des jaunes qui expriment la religion, la lumière. Vous avez des ombres, des lumières. Et c'est un délice que de partir à la découverte de cette mosquée royale. Quand on ressort sur la place, vers 5 heures, il y a les jets d'eau qui animent l'espace, la chaleur descend et vous avez ces Iraniennes donc, qui enlèvent les chaussures pour justement prendre un peu le frais. Vous voyez, l'ambiance, le soir, voyez, la douceur du soir. Vous avez à gauche Charles Tola, la mosquée privée, au fond la mosquée royale, derrière moi dans l'axe, le bazar avec ses 1000 boutiques, avec ses changeurs d'argent indiens, les fourrures de Russie, les verroteries de Venise, les draps anglais, etc. C'était une richesse incroyable. Et à droite, voyez, vous avez Alip Kapou, la porte du palais royal. Ce palais royal, qui était un vaste parc, ceint par un mur de 6000 mètres, donc, et aujourd'hui, ce qu'il en reste, c'est un très beau pavillon, qui est le pavillon d'audience, qui a été restauré. Alors, devant, il a un talar à 10 colonnes, à 20 colonnes, mais se miroitant dans l'eau, 20 et 20, ça fait 40 colonnes. Donc, Chetel Soutou.
En fait, il faut commencer par le tour de ce pavillon qui aménage des espaces couverts à l'extérieur, voyez, et où vous avez des peintures. Alors, le pavillon avait quand même subi les dommages d'un incendie, et c'est le successeur presque immédiat de Shah Abbas Ier, Shah Abbas II, qui va les faire restaurer. Et comme vous pouvez le voir, l'arcature du centre, vous avez là une miniature persane, un vieux monsieur et une dame, et derrière deux baies, persane, oui, mais qu'est-ce qu'on voit derrière le paysage? Et là, c'est une façon hollandaise. À droite, vous avez un personnage donc à la Louis XIII. Si je continue, à gauche, un personnage à la Louis XIII avec des petits chiens dont on n'avait pas trop connaissance à l'époque ici. Et là, une belle à la Botticelli. Enfin, on s'était essayé à la Botticelli. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait des rapports entre l'Occident et l'Orient. Il y avait tous ces pays d'Occident étaient en relation avec Ispahan, avaient des ambassades. Il y avait tous ces couvents dominicains, franciscains, capucins, toutes ces communautés chaldéennes, ces 30 000 Arméniens qui servaient d'ambassadeurs dans le monde entier, et il y venait donc aussi bien de Flandre, de France comme d'Italie, des peintures et des peintres qui s'y sont installés. Donc, quand on va rentrer à travers ce talard dans le pavillon, toutes les fresques là du XVIIe ont été grattées au XIXe siècle par une autre dynastie turque, et oui, donc pour faire de la mosaïque de miroirs, ça vaut ce que ça vaut, eh bien on entre dans cette place, dans ce pavillon d'audience, et vous avez de grands panneaux qui relatent l'histoire, et là, le grand-père de Shah Abbas Ier, vous voyez, sur une arcature ouverte, façon flamande, qui reçoit un ambassadeur des grands Mongols à gauche. Vous avez un détail d'une autre fresque, vous voyez, où vous avez la pastèque avec le couteau planté dedans, mais vous avez aussi les coupes de cristal avec le vin, qui n'est pas celui d'Ispahan, qui était le plus mauvais, c'est le vin de Shiraz. Voilà. Vous avez restauré ce décor de plafond tel qu'il était, avec ses feuilles d'or, ses couleurs très vives, qui deviennent caractéristiques à partir du milieu XVIIe siècle. C'est innombrables fresques lascives de Reza Abbasi. Et puis, c'est un parc royal qui existe toujours en partie. Et vous avez ce qu'on appelle des chayranées, le lieu du thé, fume le narguilé. Enfin, le narguilé, c'était vrai jusqu'à l'arrivée d'un certain personnage qui s'appelle Mahmoud Ahmadinejad, qui interdit les narguilés et qui a fait fermer la plupart des chayranées. Voyez, mais celui-ci a toujours existé. Voyez, et quand on visite, on peut se promener dans ces parcs, on peut prendre un thé. C'est un véritable délice. Alors, le parc royal se continue par un jardin qu'on appelle Bagué-Bobol. Alors, il faut dire que entre 1980 et 88, les 8 ans de guerre ont vidé les campagnes où les habitants sont venus sur les capitales régionales et notamment Isfahan. En l'espace de 8 ans, la ville a été multipliée par 5 et il a fallu construire dans un certain nombre de jardins royaux. Et donc aujourd'hui, ce jardin du Rossignol, Bagué-Bobol, est séparé du parc initial par une municipalité et une avenue. Et vous avez là un pavillon de plaisir qui remonte à la fin du XVIIe et qui a malheureusement perdu tout son décor extérieur. Alors tout à l'heure, je vous parlais aussi des Arméniens. 3000 ont été implantés au lendemain de la victoire contre les Turcs ottomans par Shah Abbas Ier. Il leur donne le terrain par firman en 1604 et tout de suite leur permet de construire la première des 5 églises, donc l'église de Jacob. Il y en aura 4 autres par la suite. Et Shah Abbas II, son successeur, qui marche toujours dans les pas de Shah Abbas Ier, autorisera donc le patriarche David de construire une cathédrale que vous avez là sous les yeux en 1655 exactement. Voyez, vous avez là une cathédrale qui
on pourrait croire que c'est un bâtiment, je dirais, de l'époque architecture musulmane. Tout le monde a participé. Mais à l'intérieur de cette cathédrale arménienne, qui est doublée de Vakht, c'est-à-dire d'un couvent arménien, vous voyez, vous avez là le clergé arménien. Je vous rappelle qu'en Iran, nous avons 600 églises en activité protégées par le pouvoir. Et qui ont été restaurées. Donc là, vous avez le clergé arménien et derrière, vous avez toutes les fresques. Et les 5 églises et la cathédrale que vous avez sous les yeux, eh bien, ont été restaurées avec les couleurs d'origine qui sont très vives à la feuille d'or, etc. Tout en haut, vous avez l'Ancien Testament. Dessous, vous avez le Nouveau Testament. Dessous, des genres miniatures persanes. Dessous, vous avez la martyriologie arménienne. Vous avez là, regardez, la tour de Babel en cours de construction dans un des panneaux. Et tout à côté, je vous ai mis à l'entrée ce rossignol qui discute avec la fleur, qui est typiquement persan. Vous voyez, vous avez tous les styles dans cette cathédrale. Isfahan, c'est aussi les ponts sur le Zayen d'Héroud. En l'occurrence, un des plus beaux, celui-ci le plus beau, Siosépol, les 33 arches. Savez-vous qu'il a été offert par un esclave arménien, enlevé d'Arménie, vendu, revendu, qui arrive à la cour du grand-père de Shah Abbas Ier, puis ensuite dans celle de Shah Abbas, et il est tellement intelligent, tellement fidèle, qu'il lui donne des grades très élevés, intelligent, eh bien, cet ancien esclave se convertit à l'islam, il ne peut plus être esclave, et à ce moment-là, il devient le chef de toutes les armées, puis un véritable vice-roi, tout ça grâce à Shah Abbas Ier. Et il va offrir ce pont, eh bien, tout simplement pour relier le quartier de Jolfa qui est au bout en face, à la grande avenue royale, tout simplement. Et voilà le destin de Ala Verdihan, cet esclave arménien enlevé qui devient un vice-roi, littéralement. Un autre, le voilà de l'autre côté, le soir, où on peut... Alors, tout le long du Zayen des routes, ce ne sont que des jardins, des parcs avec des bancs, des fleurs, des quantités aussi d'œuvres d'art contemporaines. Et c'est un plaisir sur des kilomètres de part et d'autre de la rive de se promener dans ces jardins. Un petit peu plus loin, le pont de Jolfa, le pont aux 24 arches, qui est de Shah Abbas II. 24 arches, avec un petit pavillon de plaisir au-dessus. Il est construit d'ailleurs sur la petite digue qu'avait fait construire le chef des Moutons Blancs, dont je vous avais parlé précédemment. Voilà, donc là c'est le pont Hadjou, 24 arches. Et jusqu'à il y a quelques années, il y avait les tchaïranés sous ces ponts. Il y a les tapis, les narguilés, le thé, le café, les petits biscuits feuilletés. Et tous les soirs, c'était peuplé des habitants d'Isfahan qui venaient prendre le frais avec l'eau qui coulait entre les piles du pont. Alors aujourd'hui, maintenant, c'est le matin de très bonne heure. Certains viennent essayer leur voix et chanter des poèmes sous les piles de ce bâton, de ces ponts, à l'abri un peu des regards officiels, on va dire. Voilà. Le plus vieux pont, ma foi, d'Isfahan, le Charistan. Vous voyez, ça veut dire le pont-vie. On ne sait pas trop à quelle époque il remonte. Vous avez toutes sortes de bâtiments. Je pense là à ce pigeonnier du cœur d'Isfahan qui a été restauré extérieur, intérieur. Et je vous ai mis quelques pigeonniers de la campagne d'Isfahan. Vous avez aussi ce qu'on appelle les imams zadés, les fils d'imams. Il y en a une centaine à Isfahan, des milliers en Iran. Ce sont des bâtiments qui sont voués à des imams qui descendent en principe de la famille du prophète Mohammed. Celui-ci a été mis en valeur par le fondateur de la dynastie safavide, Ismaël Ier, et il a offert, comment dirais-je, ce mausolée à un illustre inconnu, Haroun Vilayet. Mais il a fait faire ce portail qui est un bijou de mosaïque de faïence où chaque morceau est découpé dans des plaques cuites à la durée, à la température, à la couleur qu'il faut pour donner le maximum d'intensité. C'est donc là un art du XVIe absolument magnifique. Et
tout autour, vous avez alors, le nouveau Isfahan, avec ses grandes avenues et ses magasins de marques contemporaines occidentales, extraordinaires. Mais vous avez le vieux Isfahan, avec ses bazars, vous voyez ici, de tissus, ces bazars d'épices, safran, cumin, tout ça sont produits en Iran. Vous voyez, les ruelles, les vieilles ruelles où il y a autour de la mosquée du vendredi, les vendeurs du matériel pour faire le tapis. Parce que le tapis, ça n'est pas fait dans des fabriques, c'est fait à la maison. Dans les paysans, les couches modestes de la société ont tous un métier à tisser qu'on achète à droite, et puis ces marchands fournissent les laines, les soies, voyez, et tous les tapis d'Iran, et si caractéristiques, eh bien, sont faits dans les maisons de couches modestes, vous voyez. Là, c'est chez un vendeur de tapis, donc, et vous le voyez avec son poing sainé, parce que normalement, c'est les femmes, hein, et vous avez les modèles de tapis qui ont été dessinés souvent à l'époque safavide au XVIIe siècle, par les plus grands peintres safavides, vous voyez. Et vous avez aussi une autre caractéristique qui est les kalamkari, qui sont les tissus cotonnades imprimés avec des moules en bois qu'on met d'abord dans le noir, toc, on imprime, puis le vert, toc, on imprime, puis le jaune, toc, on imprime. Quand tout est imprimé, on fait sécher, on lave dans les eaux du Zayen des routes et ensuite on vend. C'est caractéristique. Vous avez les bazars de la dinanderie, vous avez encore quelques petits artisans, vous savez, qui avec une sorte de archer, tournent le bois, vous voyez. Vous avez encore une vie très traditionnelle. Et l'Iran, c'est vrai que c'est le pays des extrêmes. Ben, Isfahan, c'est le pays de l'artisanat, de la tradition, de l'art, mais c'est aussi un pays extrêmement contemporain, vous voyez. Et Isfahan, comme disait Gobineau au XIXe siècle, n'a pu être conçu, donc exécuté que par des rois et des architectes qui passaient leurs jours et leurs nuits à entendre raconter de magnifiques histoires, des contes de fées, nous dit Gobineau. Il dit Isfahan, c'est le triomphe de l'élégance et du joli. Et c'est Shah Abbas Ier qui va donner à Isfahan son surnom de Nafs Jahan, la moitié du monde. Voilà. Donc, je vous remercie de cette écoute. Voilà. À bientôt, je l'espère. Alors, je vous présente maintenant les prochaines conférences. Lundi prochain, c'est sur Tamerlan. Ensuite, une de mes collègues, Anne Jouveau, vous présentera les Cyclades. Et puis, dans une autre conférence, le pays de Galles.